Je voulais avoir du temps avec mes enfants, je voulais leur inculquer de bonnes valeurs, mais j'étais tellement pressée par le temps et puis j'étais pas bien, j'étais nerveuse avec mes enfants parce que je n'avais que le week-end et puis le travail de 40 heures par semaine, la compétition dans la vie du travail en Europe. Je me suis dit, mais je vais où avec ça? Je vais où avec ça? C'est ce moment-là que ça commençait à cogiter dans ma tête jusqu'à ce que je me dise, mais il y a d'autres possibilités, il y a d'autres options. Je commençais à travailler, c'est là que j'ai eu le déclic. Il faut faire la distinction entre savoir faire quelque chose et aimer faire quelque chose. On peut avoir les compétences pour faire quelque chose, mais on n'aime pas faire cette chose. Par contre, on peut aimer faire quelque chose, mais on n'a pas les compétences et on va chercher les compétences pour faire cette chose. Donc, ça rentre un peu dans ce que moi je pense et j'appelle la croisée des chemins. Découvrir sa mission, c'est lorsqu'on est à la croisée des chemins. Quand on connaît sa mission, c'est là, c'est un peu plus facile pour nous. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'être plus résilient par rapport à l'adversité qui vient dans cette direction-là. Parce que cette adversité-là, quelle qu'en soit sa férocité, nous, on reste capable de faire face. Parce que intérieurement, on a compris que c'est la direction qu'on doit aller. Et puis, quels qu'en soient les vents contraires, on est déterminé. Chers amis, chères auditrices et auditeurs de Francosphère Podcast, bonjour. Je ne saurais poursuivre tout propos dans cette vidéo sans vous remercier pour votre indéfectible soutien que vous apportez au projet dès le début. Et après une magnifique tournée en Europe, principalement à Paris, nous avons décidé de revenir à la maison au Canada, principalement dans la ville de Québec. Et aux côtés de votre très belle animatrice, Sephora Kissi, aujourd'hui nous avons la chance aussi de recevoir 3 intervenants avec qui nous parlerons d'entrepreneuriat, de technologie, d'innovation, mais derrière ces 3 visages, il y a des histoires, des réussites, des échecs. Alors, je vous invite à déguster ce très bel épisode de Francosphère, mais avant tout, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner, de liker la vidéo, de la commenter et de la partager autour de vous. Nous avons l'honneur d'accueillir 3 magnifiques personnes, notamment Rogers Lee Gay, conseiller en développement des affaires, fondateur de The Green Entrepreneur, Gisèle Imbe, analyste fonctionnelle, entrepreneur et mentor engagé, et Frédéric Wapi, leader en transformation numérique et stratège de l'innovation. Je vais me tourner vers nos chers invités. Bienvenue. Merci. Je tenais, en complément de ce que Sephora a dit, de vous remercier vraiment de nous consacrer non seulement votre temps, mais aussi de contribuer à ce beau projet. Merci. Ça fait plaisir. La première partie s'intitule « L'appel de la mission ». Et c'est vraiment une question groupée. Donc tout le monde va donner son petit grain de sel. Et donc pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être aligné avec sa mission? Est-ce que c'est un déclic, une révélation, une intuition ou au contraire un long chemin? Je crois que aligné avec sa mission, c'est vraiment un long chemin. Parce que déjà, il faut comprendre qu'est-ce qu'est la mission, ta mission. Il faut découvrir cette mission-là et regarder déjà, OK, est-ce que j'ai les outils pour pouvoir accomplir cette mission-là? Et des fois, ça peut prendre un peu de temps pour qu'on puisse vraiment comprendre et saisir vraiment quelle est notre mission et comment on peut, et quels sont les outils qu'on a pour pouvoir accomplir cette mission-là. C'est pour ça que je vais dire que c'est vraiment un parcours, c'est un cheminement qu'on découvre au fur et à mesure. Très bien. Je dirais quelque chose d'autre. Parce que aligné avec sa mission, ça peut être un déclic, ça peut être quelque chose de vraiment pensé, ça peut être un coup de cœur, ça peut venir de n'importe quoi. Ça dépend on est tous différents et on reçoit cet appel-là différemment. Moi, je dirais, pour moi, ça a été un déclic. À un moment, je me suis arrêtée, je me suis dit, où est-ce que je vais? Est-ce que je vais continuer dans cette rat race? Je vais courir après mon paycheck? Est-ce que je vais faire ça combien de temps? Est-ce que c'est comme ça que je me vois dans 10 ans, 15 ans? Ça a été un déclic. Je me suis donné une limite, mais en termes d'âge. J'arrive à tel âge, je travaillerai plus pour quelqu'un et c'est à partir de là que j'irai. Pour moi, ça a été un déclic. Est-ce qu'on peut être curieux de savoir l'âge en particulier? 40 ans. Heureusement que c'est une femme qui a posé la question. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Mais on sait jamais, peut-être des personnes se sentent un peu trop âgées pour se lancer, donc au moins savoir, ça peut m'inspirer. C'est un bon point. Ben, je dirais de mon côté, c'est un mix entre le déclic, comme Gisèle l'a mentionné, et aussi l'intuition, mais sans oublier aussi le vécu avec les informations, disons le quotidien en fait. Parce que pour mon cas, c'est à un moment donné, j'ai commencé à me poser la question, avec toutes les compétences que j'ai, est-ce que c'est encore nécessaire de travailler pour quelqu'un? Et en plus de ça, quand vous regardez à gauche à droite, il y a des opportunités qui arrivent.
les opportunités dans l'innovation, les opportunités dans l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui le buzzword où n'importe qui, en tout cas celui qui ne fait pas l'intelligence artificielle aujourd'hui, ou au moins ne connaît pas ce que c'est que l'intelligence artificielle est en arrière. Donc c'est autant de choses qui font que avec, bon, je voudrais aussi parler de la loi 25 qui arrive, la conformité, ce genre de choses, vous vous rendez compte qu'il y a un marché à aller saisir. Et maintenant d'autres personnes qui vous sollicitent en vous disant, est-ce que tu ne pourrais pas faire ci ou est-ce que tu ne pourrais pas faire ça pour moi? Là, ça devient en même temps un déclic, en même temps une intuition, en même temps les opportunités qui s'offrent à vous. Bon, pour mon cas, je dirais ça a été plus l'opportunité qui m'a fait me dire, bah, maintenant je me lance. Merci, les recherches enrichissantes. Et j'imagine s'il y avait plus de personnes, on aurait encore plus d'éléments. Effectivement, parce que c'est tellement varié, mais ça fait aussi tellement de sens que tout le monde a raison finalement. Et ça fait plaisir. Yann? Merci Sephora vraiment de m'introduire. Vous avez beaucoup parlé de moments. J'ai entendu Gisèle parler d'un déclic. Est-ce que vous pouvez juste nous partager ce moment pivot là, qui a été déclencheur dans ce lancement-là, dans cette prise de décision, s'il faut le dire? Comme j'ai parlé de déclic, je me lance. Moi, si je peux penser au déclic, ça remonte quand même pour le déclic. Je dirais mon expérience en tant qu'immigré en Europe et le travail, la vie, la pression du travail en tant que je commençais ma petite famille, la réalité de ma vie qui s'alignait pas tellement avec la vie professionnelle et puis ce que je voulais donner à ma famille. Je commençais à me sentir pressée, oppressée. J'avais des vacances, j'avais les moyens qu'il fallait, mais je n'arrivais pas à me sentir bien. J'avais une petite famille, je voulais avoir du temps avec mes enfants, je voulais leur inculquer de bonnes valeurs, mais j'étais tellement pressée par le temps et puis j'étais pas bien, j'étais nerveuse avec mes enfants parce que je n'avais que le week-end et puis le travail de 40 heures par semaine, la compétition dans la vie du travail en Europe. Je me suis dit, mais je vais où avec ça? Je vais où avec ça? C'est ce moment-là que ça commençait à cogiter dans ma tête jusqu'à ce que je me dise, mais il y a d'autres possibilités, il y a d'autres options. Je commençais à travailler, c'est là que j'ai eu le déclic. Wow. Et Rogers a mentionné tout à l'heure qu'il faut connaître sa mission. Donc, je retourne une question. Peut-on être compétent, passionné et pourtant être désaligné avec sa mission? Oui, bien sûr, parce que en fait, deux fois les gens ils vont prendre les capacités ou les compétences ou les ressources qu'ils ont comme une raison pour une mission. Mais non, que ça, quand on regarde, je prends un jour j'écoutais le président Gbagbo, l'ancien président ivoirien, il parlait et puis il disait quand lui il avait décidé de devenir président par exemple, et il n'avait pas d'argent et aujourd'hui il n'a pas toujours d'argent. Donc mais là le point c'est que on va ignorer la pitch. Ça avait le vérifiable. On ne connaît pas encore les sources. Mais là, on voit, il avait une mission, mais il a découvert sa mission, que sa mission c'est vraiment amener le pays dans une certaine direction et il s'est engagé dessus. Mais aujourd'hui, toutefois, on peut se dire, ben, j'ai de l'argent, j'ai des moyens, ben, je vais commencer à aider les pauvres. Mais est-ce que c'est véritablement notre mission ou c'est les compétences ou les ressources que nous avons qui nous dirigent vers cette direction-là? Mais quand on connaît sa mission, c'est un peu plus facile pour nous. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'être plus résilient par rapport à l'adversité qui vient dans cette direction-là. Parce que cette adversité-là, quelle qu'en soit sa férocité, nous, on reste capable de faire face. Parce que intérieurement, on a compris que c'est la direction qu'on doit aller. Et puis, quels qu'en soient les vents contraires, on est déterminé. Parce que je dis souvent aux gens que le plus grand problème qu'on a, c'est parce qu'on n'a pas fait un choix. La plupart des personnes n'ont pas fait de choix. Donc, quand on a une mission et qu'on a décidé que voilà où ce que je m'en vais, voilà ce que j'ai envie d'accomplir, là, on a fait un choix. Et quand on a fait un choix qui est aligné avec nous-mêmes, même si on n'a pas de ressources, on va faire et on va pouvoir trouver le moyen de faire. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment, ce n'est pas nos ressources, c'est pas ça, mais il faut qu'on découvre la mission, on sache qu'est-ce qu'on a appelé à faire. Et c'est aussi pour ça que je dis au début que pour moi, c'est un cheminement, parce que même si je travaille quelque part, ou même si je travaille pour quelqu'un, même si je fais quelque chose pour gagner de l'argent, j'ai déjà dans ma tête que ça, c'est pour financer ma mission. C'est pour, donc, là, je peux me déterminer des temps, des périodes, des objectifs par rapport à ce que je vais accomplir parce que je sais où je suis en train d'aller et puis je sais que quels qu'en soient les obstacles, je m'y rendrai. Donc ça découle d'une organisation aussi, hein, personnelle. Oui, exact. C'est vrai, si tu le permets. Si je peux ajouter quelque chose à ça, c'est quand je suis arrivé ici au Canada, quand j'ai rencontré les gens du Centre Jeunesse Emploi de l'Outaouais, à qui je tire déjà un grand coup de chapeau parce que c'est eux qui m'ont permis de m'intégrer.
La première question que le conseiller en orientation que j'ai rencontré nous avait fait comprendre, c'était il faut faire la distinction entre savoir faire quelque chose et aimer faire quelque chose. On peut avoir les compétences pour faire quelque chose, mais on n'aime pas faire cette chose. Par contre, on peut aimer faire quelque chose, mais on n'a pas les compétences et on va chercher les compétences pour faire cette chose. Donc, ça rentre un peu dans ce que moi je pense et j'appelle la croisée des chemins. Découvrir sa mission, c'est lorsqu'on est à la croisée des chemins. Parce qu'à un moment donné, on se pose toujours la question, est-ce que je vais continuer dans cette lancée? Est-ce que je n'irai pas plus dans telle lancée ou bien dans telle autre lancée? Donc, c'est toute cette question qui font que on est obligé à un moment donné de se dire, soit j'abandonne tout et puis je vais dans tel chemin, soit je continue là où je suis, mais est-ce que tu vas donc continuer dans ça et être malheureux, ou bien tu vas aller dans quelque chose que tu aimes faire et être heureux pour toute la vie? Bon, c'est vrai qu'il y a aussi le poids de la société, il y a il y a les charges qui arrivent là, la famille, les amis, toutes ces personnes qui peuvent vous amener à parfois laisser ce pourquoi en tout cas votre mission, mais à un moment donné, quand vous arrivez à la croisée des chemins, vous vous dites, voilà, voici le chemin que je veux prendre et j'y vais, peu importe ce qu'on va me dire, j'y vais dans ce chemin. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter. Merci Frédéric. Et cette réponse est une très belle transition pour notre partie 2, de savoir le bon moment, et c'est un mythe ou une réalité. Et la question se porte à Gisèle. On dit souvent qu'il faut attendre le bon moment, mais ce bon moment, il ressemble à quoi? Est-ce qu'il arrive vraiment ou tous les jours sont des bons moments? Pourquoi moi? Oui, le bon moment. Quand j'ai vu le thème, le bon moment, je sais pas s'il y a un bon moment. Ça c'est mon avis personnel. Je sais pas s'il y a un bon moment. On peut commencer très tôt par rapport à quoi? Est-ce que très tôt c'est par rapport à l'âge? Est-ce que très tôt c'est par rapport à on n'est pas prêt mais on s'embarque parce qu'on a de l'ambition? Est-ce que très tôt c'est je sais pas, parce qu'on est bousculé, tout le monde fait ça, moi je veux faire ça sans avoir les outils? Ça, je laisse ça en suspens comme ça. Trop tard, est-ce que c'est aussi l'âge? Est-ce que trop tard, c'est parce que le marché est saturé, que tout est déjà en place et qu'on ne sait pas si on va rajouter de la valeur ou pas? Mais je pense que ces questions, pour tous les entrepreneurs, pour tous ceux qui ont percé, pour ceux qui démarrent, on a toujours des défis. Justement. Le bon timing, c'est lequel? Les entrepreneurs en immobilier vont te dire c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est maintenant, mais c'est sûr qu'il y a des prérequis. Il y a des choses, on peut pas s'embarquer dans quelque chose qu'on ne sait pas c'est quoi. Qu'est-ce que j'ai besoin en termes de compétences? Qu'est-ce que j'ai besoin en termes d'informations pour pouvoir réussir, pour pouvoir m'ancrer et puis accomplir ce que je veux. Tantôt, Roger parlait de mission. Il faut découvrir la mission. Ça prend tout ça. Il y a tout un plan. Il y a des étapes pour avancer. En fait, on doit se donner des chances. Peu importe le timing, on doit se donner des chances, on doit s'équiper, on doit se former, avoir les outils nécessaires. Et encore mieux, les personnes qui nous ont précédés dans ce qu'on fait, qui sont des éléments vraiment très, très importants. Merci. Je laisse Yann poursuivre. Très bien, merci Sephora. Sur la même ligne, hein. Ah, ok. Je pourrais par le bon moment. Je vais embrayer aussi dans son chemin en parlant des entrepreneurs en immobilier. Ils vous disent quel est le meilleur moment pour acheter une maison? C'était hier. Oui, c'était hier. Maintenant, le deuxième meilleur moment pour acheter une maison, c'est quand? C'est aujourd'hui. C'est tout de suite. Et pas demain. Hein. Non, pas demain, c'est tout de suite. Parce qu'on sait jamais. Sauf que si on part sur la base des entrepreneurs qui ont réussi, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est, aujourd'hui, on parle de ChatGPT, l'inventeur de ChatGPT. Il est relativement jeune. Est-ce qu'il aurait fallu qu'il attende avoir une quarantaine ou cinquantaine d'années pour créer ça? Va savoir. Par contre, d'un autre côté, il y a KFC, le fondateur de KFC. C'est à 60 ans, quand il était à la retraite, qu'il est devenu riche. Quel est le bon moment? Nul ne sait, c'est chacun qui connaît son bon moment. Simplement parce que nous sommes tous différents, nous avons des façons d'apprendre différentes, nous avons des opportunités qui nous viennent différemment. Et les talents différents. Et les talents différents. Donc, ce qui fait que, pour moi, le bon moment, c'est chacun qui connaît son bon moment. Chacun. Moi, je voulais renchérir un peu sur ton intervention, Frédéric. Tu travailles dans un secteur assez particulier, dans un secteur comme le tien, où tout va vite, tout va. Ça change. Hein, du jour au lendemain, les choses changent, les choses s'accélèrent. Comment savoir quand est-ce qu'il faut agir, premièrement, et est-ce qu'il faut parfois foncer, même quand on a des doutes?
Ça dépend. Ça dépend des éléments que vous avez en main, mais aussi ça dépend de vos objectifs stratégiques. Parce qu'on ne le dira jamais assez. Moi, je dis toujours aux gens, il faut fonctionner suivant sa planification. Sinon, tu seras en train de réaliser le plan d'une autre personne. Donc, ça veut dire, en début d'année, il faut toujours te dire, pour cette année, je me donne, par exemple, 5 objectifs. Donc, fonctionner comme une entreprise, en fait, avec un conseil d'administration et autres. Donc, je me donne 5 objectifs en début d'année. Et chaque mois, je vérifie, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Aux 3 mois, donc chaque trimestre, je vérifie, qu'est-ce que je dois ajuster, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que je dois ajuster. Maintenant, dans notre secteur qui est très changeant, la réalité d'aujourd'hui n'est pas la même réalité qu'hier. Donc, ce qui fait que pour nous qui sommes dans les technologies, nous devons être des éternels apprenants. Il faut être tout le temps en train en tout cas, d'être à l'affût de l'information. Et aujourd'hui, l'or, si on veut dire, l'or noir, si on peut dire aujourd'hui, c'est l'information. Donc, celui qui est capable de tirer parti de l'information aujourd'hui est capable de s'adapter dans tous les secteurs d'activité. Donc, ce qui fait que pour quelqu'un aujourd'hui qui a la maîtrise de l'information, j'ai parlé de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Pour bien nourrir l'intelligence artificielle, il faut que tu aies de bonnes données. Et c'est à partir de ces données que tu peux déjà te projeter sur certaines choses et te dire, d'ici 5 ans, d'ici 2 ans, d'ici 3 mois ou bien d'ici 1 mois, voici ce qui peut arriver. Comment est-ce que je me positionne par rapport à ça? Aujourd'hui, on parle d'un grand transfert de richesse qui est en train d'arriver. C'est statistiquement prouvé, quoi, parce que on a des baby boomers qui sont en train d'aller en retraite pour certains, d'autres qui sont en train d'aller dans les maisons de résidence pour aînés, d'autres qui sont malheureusement en train de mourir, mais qui pour prendre la relève? Si vous n'avez pas ce genre d'informations, vous n'allez pas vous bouger. Donc, pour moi, je dirais, aujourd'hui, il faut cafouiller l'information. Il faut se mettre à l'affût, il faut mettre on va dire quoi, il faut capter les données, en fait. Il faut mettre les capteurs pour avoir les données, mais surtout les analyser pour pouvoir prendre la bonne décision. Maintenant, la bonne décision, comment ça se prend? C'est tout un art. C'est tout un art aussi parce que il y a certaines personnes qui prennent les décisions par intuition. Je ne dis pas que c'est mauvais. Maintenant, il y a d'autres qui vont vous prendre les décisions en se disant de façon un peu plus réfléchie, en disant non, j'attends, je vais aller, j'ai un process que je dois suivre, il faut absolument suivre ce process. Mais on est dans une société qui va très vite. Donc, il faut s'adapter, il faut être agile. Pour moi, aujourd'hui, je dirais, celui qui n'est pas agile ne peut pas s'en sortir. Parce que l'information que tu as le matin à 8h30 peut être erronée. Et si tu vas prendre la décision sur cette base-là, tu vas voir que tu vas te dévier. Bon, il y a aussi l'effet papillon. L'effet papillon, c'est le battement d'aile à gauche engendre des conséquences à 10 000 km. Donc, c'est des choses qu'il faut souvent prendre en compte avant de prendre une décision. Je pourrais m'éterniser là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire, mais il faut être agile. C'est très important, hein. C'est vrai, il a abordé déjà. Oui. Agile. Moi, je vais juste répondre là. Qui va prendre la relève des baby boomers? Gen Z, la génération Z. Moi, je pense nous les Africains. C'est mon choix. Donc, toutes les générations Z des Africains. J'ai une question, mais là, c'est une question générale. Mais une seule personne doit répondre. Donc, la personne doit se sentir vraiment à l'aise avec la question pour y répondre. Et ma question est de savoir comment faire la différence entre la peur et un vrai besoin d'attendre. Est-ce que repousser parfois, c'est aussi une forme de sagesse dans l'entrepreneuriat? Ça peut être dans la prise de décision aussi. Hein. Oui. Quand on parle de la peur, parce que dans l'entrepreneuriat, il faut se connaître d'abord soi. Moi, je dis souvent aux entrepreneurs qu'il y a 3 aspects qu'on doit maîtriser pour entreprendre. D'abord, toi, la personne, qui tu es. Comment tu gères les situations. Parce que des fois, les entrepreneurs, ils ne prennent pas le temps de se connaître. Ils disent juste, j'ai un bon projet, je vais me lancer ou je me lance pas. Mais la personnalité a beaucoup à avoir. Et la deuxième chose, c'est vraiment le projet. Donc, il y a le projet, il faut connaître le projet, il faut savoir comment ça fonctionne et tout. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir l'information, il faut capter les données pour savoir exactement est-ce que c'est le bon moment pour ça. Et la troisième chose, c'est l'environnement. Est-ce qu'on a le soutien qu'il faut? Il a mentionné, par exemple, Sam, celui de ChatGPT, parce que si tu as un réseau déjà nécessaire pour pouvoir propulser ton projet, c'est possible.
pour pouvoir déjà se lancer pour ce projet-là. Et si l'autre, peut-être à 65 ans, qu'il a le réseau qu'il faut pour ce projet-là, c'est là le bon moment pour pouvoir lancer ce projet. Donc maintenant, si on dit, OK, est-ce que je dois repousser? Est-ce que j'ai peur? Mais la peur va dépendre de toi. Est-ce que tu te maîtrises? Est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que les choses que tu dois faire face par rapport à ce projet-là, la décision que tu dois prendre, parce que là, ça va vraiment dépendre de toi. Parce que la peur, c'est vraiment quelque chose qui est lié à quelqu'un. On va pas, la peur n'est pas dans l'atmosphère. La peur est liée parce que c'est comme il y a la porte, il y a une porte là. Quelqu'un il va venir, il va entrer sans avoir peur. L'autre personne va venir, va se tenir devant la porte et tu ne sais pas pourquoi. Mais là, il a juste peur d'entrer. Mais c'est toujours la même porte. Donc, la peur est liée, donc c'est quelque chose qui est localisé. Donc, le besoin de toujours repousser. Des fois, les gens, généralement, ils ont ce problème de procrastination. Donc, pour eux, c'est toujours mieux demain. Ce n'est jamais aujourd'hui. Dans le meilleur moment pour eux, c'est toujours demain. Donc, ces personnes-là, avec ce problème de procrastination-là, ils vont toujours se retrouver en train de repousser. Même quand ils ont tous les éléments qu'il faut, ils vont dire, je crois que j'ai tout, mais je vais le faire demain. Donc, ça, c'est déjà les problèmes qui sont liés à la personne. Et on va voir que toutes ces choses-là, c'est ça qui crée ce qu'on appelle la peur. Et cette peur-là, dans cet individu-là. Mais quand on décide de repousser des choses par stratégie, par exemple, si je reviens sur le point de Frédéric, parce que on a l'information qui font se dire, ben, c'est comme, on dit, ben, dans l'immobilier que, ben, il faut acheter la maison aujourd'hui, c'est le même moment, il y a tout le même moment, le deuxième c'est aujourd'hui. Mais demain, le Premier ministre va sortir une loi qui va faire chuter les maisons demain, par exemple. Donc, ça fait en sorte que, ben, on peut jamais savoir, il faut avoir l'information. Et puis, basé sur cette information-là, quand on a l'information, on peut savoir que, ben, on peut repousser cette décision parce que l'information qu'on a aujourd'hui nous permet de savoir que on peut repousser la décision qu'on veut prendre. Si on revient toujours dans l'immobilier, c'est comme le Premier ministre. Je crois qu'on avait dit, ben, à partir du 1er juillet, il n'y aura plus peut-être des taxes sur certaines maison qu'on achète à un certain montant, par exemple, et puis quelqu'un il va acheter la maison avant cette date-là, ben, on peut dire, ben, c'est bien de repousser. Pourquoi? Parce qu'on a cette information-là, parce que là, tu vas gagner en termes de taxes. Donc, la décision de repousser doit vraiment être stratégique et non liée à la peur. Mais la peur peut venir au moment où on ne se maîtrise pas, parce que des fois, on va se dire, ben, c'est une raison stratégique, au lieu que c'est parce qu'on a peur, parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Et généralement, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, ne jamais remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Ouais. Mais repenser 2 fois à repousser si jamais les ressources qu'on a ne nous permettent pas de nous lancer. Exact. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais poser la prochaine question, qui est notre troisième partie, défi, doute et réalité. Et c'est toujours avec toi, Rogers. En tant que conseiller entrepreneur, quelles sont les erreurs ou hésitations les plus fréquentes que tu observes chez ceux qui veulent se lancer ou lancer leur projet? Ouais, premièrement, je vais dire, des fois, les gens, ils veulent être trop prêts. Trop préparés pour un projet qu'ils ne connaissent. Parce qu'on va se dire une vérité, c'est que quel qu'en soit ton projet, quelle qu'en soit l'information que tu as par rapport à ton projet, tu ne connais pas véritablement ce projet jusqu'à tu le lances parce que tu ne connais pas comment le marché va réagir par rapport à ce projet-là. Donc, si tu dis que il faut que j'attende que ce soit prêt, il faut que j'ai tout ce qu'il faut, ben, tu n'aurais jamais parce que quand tu vas débuter le projet, il y a d'autres éléments qui vont venir en jeu que tu ne maîtrisais pas et que tu ne peux pas connaître jusqu'à ce que tu te lances. Donc, oui, c'est ça. Donc, généralement, les entrepreneurs vont vouloir avoir tous les éléments avant de se lancer. Et Frédéric a parlé d'agilité. Moi, je dis toujours, moi, je crois qu'un projet est progressif. Donc, quand on lance le projet, on va récalibrer. On va se dire, ben, voilà comment le marché réagit, voilà comment les gens dont je cible réagissent. Donc, ça se peut que, facile comment on peut réorienter ce projet-là. Parce qu'on ne connaît pas, on ne peut jamais autant connaître notre projet si ça reste juste dans notre tête. Justement. Donc, le premier problème que je vais dire vraiment, c'est que ces personnes-là, ils veulent tout avoir avant de pouvoir se lancer. Donc, ils veulent avoir toutes les choses sur leur contrôle, sur leur maîtrise. Et puis, c'est ça qui fait en sorte que ben, c'est souvent compliqué pour pouvoir de gérer ça. Je vais aussi dire un deuxième point, ben, je crois que la plupart des entrepreneurs ou des investisseurs, ils mentionnent toujours, des fois les entrepreneurs, ils ne connaissent pas les chiffres. Parce que quand on parle des chiffres, ça veut dire, j'ai un projet, je fais peut-être mon plan financier ou mon plan d'affaires, ben, il faut comprendre les chiffres
par rapport à ça. Donc, ce que je suis en train de faire, combien ça va véritablement générer? Pourquoi? Avoir une petite littératie financière. Exact. C'est ça. Donc, des fois, ils ne connaissent pas les chiffres, ils ne savent pas vraiment comment ça va générer, combien ça va générer, comment les revenus vont entrer, et puis comment, toutes ces choses-là, ils ne savent pas. Pourquoi ça se produit? C'est parce que je crois que des fois, quand on a une bonne idée, ou qu'on est trop passionné par rapport à notre idée, des fois, on a une satisfaction qui vient en faisant juste cette idée-là ou ce projet-là. Plus parce surtout ceux qui débutent les premières entreprises ou qui ont... Que ce soit parfait. Oui, c'est ça. Donc, ils sont comme très contents que j'ai eu une idée et puis les gens écoutent, les gens ils font ceci. Mais sans moi, je dis toujours aux gens, dès qu'on commence à parler, je dis, moi, je vais déjà te faire savoir que je ne suis pas passionné de ton idée. Oui, c'est ça. Je ne suis pas passionné de ton idée. Moi, je suis là parce que je ne suis pas passionné de ton idée. C'est toi qui es passionné. Mais moi, je vais te recadrer. Pourquoi? Parce que je dois savoir si l'idée-là, ça va vraiment produire. Parce que si tu as une idée qui ne produit pas, en fin de compte, tu vas te décourager. Parce qu'aujourd'hui, tu es content. OK, je vais faire ce projet-là. J'aime ce projet. Ben, on peut aimer quelque chose aussi longtemps que ça nous fait manger. Hein, parce que à un moment donné, on va commencer à se poser des questions. Donc, le problème des chiffres, c'est vraiment un problème que les entrepreneurs ils font face. Et puis, c'est pour ça que beaucoup ils sont découragés. Procrastinent. Voilà, exactement. Parce que quand on n'a pas maîtrisé ça, ça vient aussi nous chercher à un certain moment donné. Très bien. Ben, merci. Hein. C'était une très belle question et Très enrichissant. une très bonne réponse. Moi, ça me fait penser à la personne derrière quand un entrepreneur va vers le conseiller bancaire et tout. C'est ça que vous n'êtes pas passionné par nos projets. On doit vous convaincre. Des fois, c'est les mots forts qui c'est des très très bons points qu'il amène parce que il y a les entrepreneurs, bon pas les entrepreneurs, l'homme en général a souvent le syndrome du paternalisme. Ça veut dire que tous les parents aiment voir leurs enfants les plus beaux du monde, les plus forts du monde. Ce qui fait que quand il a une idée, pour lui, c'est la plus belle idée du monde. Justement. Jusqu'à ce qu'on le recadre, en fait. Jusqu'à ce que, bon, pour parler comme les électriciens, jusqu'à ce qu'on le ramène à la terre. Oui, on lui dit, OK, toute la décharge que tu as là, on met juste la terre dessus, ça te ramène à la terre. Pour te dire, bon, voici par exemple les failles de ton idée. Et c'est ça. Moi, si je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'il dit, à ce qu'il a apporté, c'est première chose, c'est ton réseau en fait. C'est ton réseau qui doit t'amener à, on va dire souvent, à faire le grand saut. Parce que parfois, c'est ton réseau qui t'amène à vouloir trop que ce soit parfait. Alors que si tu as des vraies personnes, bien des personnes qui sont aguerries, qui vont te dire, par exemple, lance-toi. Parfois, ils te disent lance-toi parce qu'ils savent même que tu vas échouer. Et c'est important que tu échoues à ce moment-là. Pour comprendre. Et c'est après maintenant qu'ils t'expliquent pourquoi tu as échoué. Parce qu'en toute chose, nous, les entrepreneurs, que ce soit le produit, que ce soit le service, la meilleure personne pour te dire si c'est bon ou si c'est pas bon, c'est le marché. Ah oui. Parce que j'allais le retour du marché. Sinon, c'est compliqué. Non, c'est le retour du marché. Le marché éduque mieux que les conseils. Tout à fait. Le retour du marché, voilà, ça peut produire l'échec. Donc, s'il y a ça peut produire l'échec comme ça peut produire la réussite. Mais cependant, quel est le mindset que tu as avant d'attaquer le marché? Est-ce que ton mindset, c'est que mon produit est le bon, ça va marcher? Là, quand tu arrives, les premiers retours peuvent faire que tu abandonnes complètement. Alors que le premier retour, là, si tu as un bon mindset, dans la tête, tu te dis, OK, sur 100 prospects que je vais avoir, je m'attends à ce que peut-être qu'il y ait des personnes qui vont me dire que mon produit n'est pas bon. Maintenant, le plus important n'est pas qu'ils me disent que c'est pas bon. Le plus important, c'est pourquoi ce n'est pas bon. Ça te permet de t'améliorer. Maintenant, pour avoir, et si ces 100 personnes-là te disent que c'est bon, ceux de la, on les appelle comment, ceux de la, des graphismes et autres et tout ça, ils te disent qu'ils ont besoin juste de 5 avis. Pour savoir si le graphisme est bon. Donc, quand ils font passer 5 personnes, chacun te donne son point de vue là-dessus. Et puis là, il te dit, OK, c'est bon ou c'est pas bon. Il passe à côté. Donc là, si tu as aussi, oui. Si tu as aussi dans ce bon retour-là, qui est capable de te dire, c'est bon ou c'est pas bon. Le plus important, c'est toujours de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon. Avec ça, donc, tu améliores ton produit et puis tu sors quelque chose. Là, maintenant, les doutes
partent les réussites, tu es plus aguerri et même ton entourage aussi te permet surtout si tu as des personnes qui ne sont pas là pour te dire que tu es le plus beau en fait, qui sont là pour te dire les vraies choses, ils sont là pour te dire les vraies choses, comme Ça s'améliorer, hein. oui, s'ils sont là pour te dire, moi j'aime les conseillers parce que le conseiller, lui, c'est lui qui va sortir l'argent. Il est très pragmatique. Oui, c'est lui qui va sortir l'argent. Donc, si déjà tu n'es pas capable de le convaincre, lui, comment est-ce que tu vas convaincre quelqu'un qui ne connaît absolument rien à ce que tu fais? Moi, je pose une question parce que là, il parle des avis, juste pour ajouter. Hein. Oui. Je vais poser une question. Combien de personnes sont prêtes à acheter le produit? Parce que là, tu me dis, OK, les gens ils disent que mon produit est bon. Mais moi, je vais me dire, ça se peut que ce sont tes amis. Ça se peut qu'ils veulent te faire plaisir. Combien de personnes sont prêtes à acheter ton produit? Quand tu as une personne qui est déjà prête à acheter ton produit, là, on peut en discuter. Donc là, ça rentre plus dans un aspect pratique plutôt que théorique, hein. Oui, exact. Parce que le projet va juste devenir fiable si quelqu'un est prêt à l'acheter. Je peux revenir sur ce que, il y a comme l'un des fondateurs de Netflix, il y a une chose, il disait dans un podcast aussi comme ça, et il dit, il y a une jeune fille qui vient qui dit, moi j'ai une idée, une très belle idée, je vais faire une application, les gens ils vont louer les habits que j'ai déjà portés ou que ils veulent faire louer les habits qu'ils portent déjà. Je vais abandonner l'école, je vais tout laisser pour faire ça, c'est une brillante idée. Il dit, calme-toi, vas-y à ta porte, colle juste là, j'ai des habits à louer. Vois combien de personnes vont cogner à ta porte. Ok? Si personne ne vient cogner à ta porte, pourquoi tu cours déjà pour aller faire l'application? Parce qu'il faut déjà savoir le produit que je suis en train de faire, combien de personnes sont prêtes à donner de l'argent. Parce que on va se dire, l'argent attribue la valeur à ce qu'on fait. Donc, combien de personnes sont prêtes à donner de l'argent pour ce projet-là, pour ce qu'on est en train de faire? Je dis souvent aux gens, si une personne est déjà prête à donner de l'argent pour ce que tu fais, je vais te dire que c'est un bon projet. Ça, c'est très pratique. C'est le conseiller qui parle. Hein. Oui, C'est important. J'espère que les auditeurs de Franco se apprennent bien note parce que ça va les aider à être aguerris. C'est le plus bon retour parce que il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le TAM, le marché adressable en fait. Et chaque produit a un marché adressable. Si tu n'es pas capable de savoir quel est ton marché adressable, si tu es Autrement dit, la clientèle cible. Voilà, effectivement. Donc, si tu n'es pas capable de savoir quelle est la quantité de personnes que je dois aller prendre, si tu n'es pas capable de savoir, comme tu dis, la clientèle cible, comme vous dites, la clientèle cible. Oui, mais c'est pas la peine. De savoir, OK, voici mes concurrents, voici les potentiels clients. Comment je fais pour que on laisse la concurrence pour venir me prendre? Ça, c'est des questions, il faut vraiment aller au fond. Lors d'une de la présentations que j'ai faites quand Rogers m'avait invité, j'avais parlé d'utiliser la méthode justement que, on dit que Thomas Edison l'a utilisé. C'est une méthode où ça te permet en même temps de fouiller, de faire les substitutions, de faire les additions, de faire les soustractions, ainsi de suite, pour te permettre d'avoir un bon produit. Donc, moi, j'ai trouvé cette méthode en termes d'innovation, elle est très, très riche parce que, au moins, ça, tu ne dors pas. Il faut aussi rappeler au grand public, ce que Thomas Edison a mis sur pied, là, qui est resté jusqu'aujourd'hui légendaire. Ouais, l'électricité. Totalement. L'électricité. Donc, c'est ce que je voulais ajouter là-dessus. Merci beaucoup. Ça fait longtemps qu'on a entendu Gisèle. Nous ici, on aime l'équitabilité, hein. Il y a un beau partage ici. Il y a un beau partage et c'est enrichissant. J'avais justement une belle question pour toi, Gisèle. On a beaucoup parlé d'idées, de marché, de produits. Donc on a beaucoup parlé de cette sphère-là de façon générale. Entre commencer et persévérer, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Les deux, commencer et persévérer. Je pense que c'est, pour être honnête, là, c'est les deux. Commencer, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a entre les mains? Parfois, il y a tellement des choses qu'on peut faire, mais dans tout ça, qu'est-ce qu'on choisit pour démarrer? Et puis c'est beaucoup l'environnement dans lequel on est qui nous permet de démarrer ou pas. C'est vraiment ça. Persévérer, c'est indissociable avec l'entrepreneuriat. Tu peux avoir des très bonnes idées, tu peux avoir l'ambition qu'il faut, mais si tu n'as pas la persévérance, tu vas fermer, tu vas t'arrêter dès le premier obstacle parce que tu n'as pas la persévérance. On dit l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc il faut tenir et puis pour que ce soit périn, il faut tenir. Il faut tenir donc
commencer, il y a des défis liés à tout début. On doit avoir l'information, comme on a tous parlé. S'il faut avoir l'information, j'avais dit au préalable les prérequis. Déjà, tu commences déjà par inscrire le nom d'entreprise, démarrer, payer, etc. Mais après ça, il y a l'information comment les types d'entreprises que tu veux faire. Il faut choisir le bon. Sinon, si on choisit pas la bonne forme juridique, ça peut avoir des répercussions que tu n'as pas. Et ensuite, on n'entreprend pas seul. Je sais pas s'il y en a qui part seul. On peut partir seul, mais on peut pas tenir seul. Je pense que ça rejoint aussi l'esprit du réseautage aussi. De réseautage, le conseiller qui te ramène à terre, la prise à terre, là, c'est très, très, très important parce que ça ramène les pendules à l'heure, là, parce que tu offres un service, tu offres aux personnes qui existent, qui consomment déjà d'autres services qui sont peut-être similaires, mais qu'est-ce qui est ta particularité? Il faut étudier le marché. Et au départ, il y a Roger qui m'a beaucoup aidé là-dedans avec The Green, mais il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan parce que quand on commence, on a une idée générale, son bébé est merveilleux, mais il faudrait que quelqu'un regarde. Est-ce que ce bébé-là, comment tu fais pour que le bébé grandisse à l'université et l'école? Est-ce que tu as les moyens qu'il faut? Quels sont tout ce qu'il y a aux alentours? Est-ce que par exemple, il faut lâcher son entreprise, son travail traditionnel pour directement s'embarquer dans l'entrepreneuriat? Et quand le lâcher pour se mettre à l'entrepreneuriat? C'est toutes ces questions que tu te poses avant il y a la forme juridique, il y a entre-temps travail traditionnel pour te permettre d'avoir ton quotidien qui est assuré pour que tu puisses mettre aussi de l'énergie dans ton entreprise. Et puis quand ça démarre et que tu es capable de te prendre en charge et faire évoluer ton idée, c'est le moment peut-être de lâcher, de te consacrer. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte lorsqu'on démarre. Et puis l'énergie qu'il faut, c'est la persévérance justement qu'on y met dans ce qu'on fait. C'est vrai, j'ai juste envie de te dire qu'on a les personnes à la place qu'il faut et au moment qu'il faut. Il y a vraiment une symbiose, même dans ce que tu as dit tout à l'heure, je me permets de tutoyer. Oui. Frédéric avait mentionné au début un article qui allait ouvrir les portes à certaines nouvelles opportunités. Et donc, en tant qu'entrepreneur, il faut aussi s'éduquer sur toutes ces nouvelles procédures-là, parce que c'est ce qui va déclencher le bon moment aussi à certaines occasions. Et toutes vos réponses se rejoignent. Elles sont pas si différentes que ça, des vécus et des parcours différents, mais à la fin de la journée, on se dit, mais ok, on n'a toujours pas la véritable réponse. Est-ce que c'est une mythe ou une réalité? Mais on comprend souvent, c'est quand même un peu biaisé. Vous avez bien fait parce que la question là, ça a vraiment trait avec le thème. Le thème, c'est le bon moment. Oui. En même temps, vous avez posé une première question, la mission. Donc, ça fait que je comprends qu'on est toujours dans ça parce que la question que vous avez posée là, entre temps commencer et puis persévérer, elle a bien fait de répondre parce que c'est comme un bébé en fait. Tant avoir son enfant. Et puis, on sait quand on a déjà l'enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer. Totalement. C'est vrai qu'on a déjà là. Vas-y, on tu veux quelque chose à rajouter? Comme les Ivoiriens disent, on est déjà né, quoi. Les conversions de plus ramasser. Alors, on a mis en action sur la mission et vous avez très bien donné vos points de vue en fonction aussi de vos expériences. C'est fort, on va parler de transmission, d'héritage et surtout de vision. Merci, ma première question, c'est toujours à Gisèle. À moi. Alors aujourd'hui, est-ce que tu sens que ta mission inclut aussi un devoir de transmission? Si oui, est-ce que tu es à même de pouvoir tendre la main à celles qui arrivent ou ceux qui arrivent auprès de toi pour les chaperonner ou donner des conseils? Moi, je pense que tout doucement, je suis déjà rendue là. Parce que déjà de nature, je suis très ouverte à partager, à échanger et je suis de nature très aidant envers les autres. C'est-à-dire que mes expériences, que ce soit les expériences ou les expériences gratifiantes ou quoi, je le partage déjà suffisamment dans mon environnement. Et puis actuellement, je dirais oui, je suis déjà lancée là-dedans dans la transmission parce que je pense que ça va de pair. On n'est pas rendu au même. Je suis pas au démarrage. Je peux dire que je suis au démarrage par rapport à moi, mais par rapport à quelqu'un d'autre, je suis déjà avancée et j'ai déjà accumulé quelques années d'expérience. J'ai déjà vécu des choses dans l'entrepreneuriat, oui, et j'ai déjà avancé quelque part. Ça veut dire que c'est pas là, d'autres personnes l'ont pas encore fait. Donc le fait que je sois précurseur, je peux donner, je peux tendre ma main à la personne qui est derrière moi pour la faire avancer, du moins la faire arriver jusque où est-ce que je suis rendue, et puis l'avenir nous dira. Très bien. Et c'est bien aussi encourager les entrepreneurs de se tourner vers les dévanciers pour aussi prendre conseil parce que c'est vraiment un moment tellement changeant, donc c'est toujours plus sage de se renseigner.
totalement, hein, et on apprend des uns et des autres aussi. Effectivement, vas-y. Hein. C'est un partage d'expérience. Moi, je vais vraiment rebondir sur la transmission. On parle beaucoup d'héritage, hein, c'est un mot qu'on entend tous les jours. Mais vous, intérieurement, quel est le rêve que vous portez pour les prochaines générations? En une phrase, un rêve que vous portez. Moi, pour les prochaines générations, en général, surtout si on parle du Québec ou du Canada, parce que comme moi j'ai immigré pour ici il y a quelques années, donc mon rêve, ça serait vraiment de voir des immigrants afro prendre leur place à Québec et puis au Canada en termes d'entrepreneuriat. Par exemple, c'est vrai, au Québec, c'est une province beaucoup plus de PME, mais j'aimerais dans l'avenir voir des grandes entreprises, parce qu'on va constater que si on regarde les États-Unis ou peut-être le reste du Canada, on va avoir vraiment des très, très grandes entreprises. Mais on va voir que l'économie du Québec, c'est vraiment des PME. Mais le rêve, ça serait vraiment de voir des afros avec des entreprises plus grandes que PME, qui sont établies et qui s'étendent vraiment dans d'autres différentes nations. Moi, c'est un peu dans ce sens-là que je regarde pour moi l'avenir, et puis c'est dans ce sens que je travaille. Gisèle? Pour moi, ça va pas, c'est pas très différent de Roger. Là, mais j'aimerais que, comment dire, laisser un nom, laisser une trace, une femme issue de l'immigration, une femme noire qui laisse sa trace au Québec et puis dans le Canada, et puis que cette trace-là, comment dire, se perpétue. Voilà, c'est vraiment moi, c'est ça que ça se perpétue. C'est pas qu'on commence, on s'arrête ou on commence, on ferme parce que nous les Africains c'est comme ça. Non, je veux quelque chose qui est pérenne, qui grandit, qui soit une référence et qui se transmette après moi. C'est vraiment ça mon rêve. En Côte d'Ivoire, on dit c'est le début du course. On va apprendre beaucoup d'adage, hein. Pour moi, c'est, je vais vous raconter une petite. Moi, ce que je fais, chaque fois que je vais dans les conférences sur la transformation numérique, cybersécurité, intelligence artificielle, je fais toujours un petit exercice de compter le nombre d'Afro, ou bien d'Africains, ou bien de Noirs, pour bien dire des choses, le nombre de Noirs qui sont dans la conférence. Et ma surprise est toujours de savoir que nous sommes peu nombreux. Parfois c'est 2, parfois c'est 3, au milieu de une pléthore, on va dire quoi, de Québécois, là, pour des secteurs où, pour moi, je pense, des secteurs où on a quelque chose à dire, on a des choses à aller saisir. Et ça me fait toujours me dire, voilà une opportunité. Voilà une opportunité. Parce que, je parlais tantôt du grand transfert des entreprises ou autre, en tout cas le transfert des richesses là. C'est simplement parce que je me rends compte que nous ne sommes pas très présents dans l'industrie. Nous, les Africains, ne sommes pas très présents dans l'industrie. Pourtant, le Québec, c'est une province où on a besoin d'être productif sur le plan manufacturier. Et on n'en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'Africains là-dedans. C'est des opportunités à aller saisir. Donc, moi, je terminerai par dire, moi, je dis toujours, la connaissance, c'est un peu comme un cours d'eau. Lorsqu'il stagne là, il est sale. Okay. Lorsqu'il stagne, il est sale. Mais lorsque on le fait couler, il est propre. Donc, la connaissance, c'est la même chose. Si tu partages ta connaissance, plus tu partages, plus toi-même tu apprends. Et plus, en tout cas, tu te développes, voilà. Alors que quand tu la gardes pour toi, là, essayez un peu de fermer la bouche sans parler pendant 2 heures. Je dirais ce qui va sortir. C'est vrai, hein, je mentionne un bon point parce que même les plus grosses créations ont été des créations collectives. Ouais. Les États-Unis, c'est un groupe de personnes qui ont créé les États-Unis déjà. Facebook, même États-Unis. C'est énorme. Même Facebook aujourd'hui, qui est Meta, s'il faut le dire, qui est une grande structure, elle a commencé par plusieurs années à l'université. Donc, essayons d'être un peu plus collectif et ça, ce point-là, je vais vraiment mettre l'accent là-dessus. Franchement, merci bien à tous nos intervenants. C'était une conversation très fructueuse. Je rappelle à nos interlocuteurs que la question est de savoir le bon moment, le bon timing pour se lancer. Est-ce que c'est vraiment un mythe ou une réalité? Alors, ce qui ressort de cette discussion, est-ce que c'est vraiment un mythe? On ne sait jamais. Frédéric l'a dit, il faut suivre son instinct, son intuition. Et Rogers a dit que tout entrepreneur doit connaître sa mission. Et Gisèle a précisé qu'il y a un déclic à avoir. Donc, quant à ce déclic-là, il faut te lancer. Est-ce que ça devient là un mythe? Tout va dépendre de cet environnement changeant du marché. Et si ce marché change, il faut savoir être sage pour prendre de l'avance
ou essayer de reporter, parce qu'il faut s'instruire, vérifier les articles, s'informer sur les bonnes occasions et faire de son rêve une réalité finalement. Donc la réponse est toujours biaisée. Vous me direz dans les commentaires finalement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est le bon moment pour vous, c'est quoi votre expérience, et je laisse la parole à Yann. Merci Sephora, je sais pas ce que je peux encore rajouter. Moi je vais juste renchérir en disant vraiment que j'ai beaucoup appris de nos 3 intervenants. Aussi, pour être très inclusif. En parenthèse. Voilà, donc il y a vraiment pas le bon moment. Le bon moment, c'est individuel. Ce n'est pas trop tard, ni trop tôt pour se lancer. Dès lors que quand l'on connaît sa mission, dès lors qu'on sait ce qu'on porte en nous. Donc n'hésitez pas. Moi, je voulais juste vous demander si vous avez une petite information, si les gens peuvent vous contacter. Nous, c'est vrai qu'on va, comme on le dit toujours, on va le mentionner aussi dans la description et pendant la promotion de l'épisode. Mais si jamais vous avez un renseignement, une adresse à mentionner, c'est le moment. Avant de laisser la parole à ces magnifiques intervenants, je voulais te remercier, Sephora, pour ta belle couleur, ta belle tenue. Vraiment, n'hésitez pas vraiment à nous donner de la force, à liker, comme l'a dit Sephora, partager, commenter, partager l'information autour de nous, autour de vous. Autour de nous. À vous abonner surtout. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment le seul soutien qu'on a besoin en ce moment. Chers intervenants, vous avez le mot de fin? Merci. Je suis vraiment content d'avoir ce moment avec vous, de partager aussi avec vous. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, je voulais juste aussi vous remercier Franco Sphère pour l'opportunité qu'il donne pour les personnes à apprendre aussi, parce que je vous écoute souvent aussi, j'écoute d'autres sujets, c'est ça. Donc, je trouve que c'est très instructif et puis c'est vraiment important, surtout par la francophonie que vous ciblez, parce qu'on n'est pas trop ouvert à l'entrepreneuriat et puis il y a beaucoup de choses qui minent notre société ou notre écosystème francophone en entrepreneuriat que de fois écouter comme ça permet d'évoluer. Donc, merci beaucoup. Et puis, moi, sur les réseaux, donc sur LinkedIn, juste mon nom, les gens pourront me contacter ou aller sur notre page de Green Entrepreneur, ils pourront aussi, on pourrait entrer en contact avec moi là. En tout cas, je vous remercie. C'était une belle expérience d'être sur votre plateau et vraiment c'est convivial, c'est des échanges, c'est tout fluide et c'est génial vraiment. Merci pour l'idée, la conception et puis de mettre en avant toutes les personnes selon le sujet que vous invitez. Et pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, je fais du placement en TI et puis je propose des solutions aussi en informatique pour le support de vos systèmes informatiques. Ceux qui veulent me contacter, ils peuvent toujours passer par vous parce que vous avez mes coordonnées directes. Et puis je vous souhaite le meilleur pour le reste. Merci beaucoup. Moi, c'est un grand merci pour la tribune, un grand merci pour l'opportunité. Parce que moi, je dis toujours, il faut toujours répondre à l'appel. Toujours répondre à l'appel parce qu'on ne sait pas quel est le bon moment. On ne sait pas quel est le bon moment. Et c'est justement en s'aimant beaucoup qu'à un moment donné, les récoltes arrivent au moment où tu ne t'attends pas. Donc, il faut toujours s'aimer. Et pour faire un clin d'œil à ce que vous êtes en tout cas, la dernière question que vous avez faite, c'est un héritage. Je pense que ce que vous êtes en train de faire là, si d'ici 10, 20, 30 ans, ou bien quand vous ne serez plus là, ceux qui vont regarder les émissions par la suite pourront au moins savoir que il y a eu des personnes comme vous qui ont pensé à mettre en avant les Africains, qui ont pensé à mettre en avant les entrepreneurs pour qu'on puisse se serrer les coudes de façon collective et aller de l'avant. Donc, pour me contacter, c'est soit on passe par vous, soit on me regarde sur LinkedIn, Frédéric Wapi, donc on pourra me voir. Et puis, juste me faire une invitation. De nature, j'accepte toujours toutes les invitations qu'on me fait, parce que, comme je dis tout le temps, je ne sais pas, c'est une opportunité de découvrir l'autre. Très bien. C'est mon mot de fin. Merci beaucoup pour la tribune. Merci à vous. Sephora, gratitude oblige. Je voulais vraiment exceptionnellement remercier vraiment notre vidéaste en chef, réalisateur, Monsieur Placide Andobi. N'hésitez pas vraiment à rentrer en contact avec lui pour tous vos événements, mariages, anniversaires, événements privés, publics. Il fait du très bon boulot et c'est grâce à lui en tout cas que vous avez la chance de me retrouver aujourd'hui. Merci. Alors, on dit au prochain épisode, merci. Et saison 2, on espère que vous allez adorer. Et au prochain épisode. Merci, au revoir.